Soyez les bienvenus dans Économie le Max sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, États-Unis, Afrique, séance de rattrapage pour Washington qui courtise activement le continent à la plus forte croissance de la planète. 40 chefs d'État réunis pour un sommet historique qui s'est conclu hier. Un objectif pour l'Amérique, reprendre du terrain sur l'Europe et la Chine. Alors pourquoi ce réveil si tardif? Pourquoi maintenant? Élément de réponse dans un instant. Et puis nous reviendrons en seconde partie d'édition sur le coût de la reconstruction à Gaza. Le ministère palestinien de l'économie affirme que les 28 jours de guerre ont causé au moins entre 4 et 6 milliards de dollars de dégâts dans la bande côtière. Le point et les détails, ce sera dans quelques minutes. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Et pour commencer, tour du monde de l'actualité économique avec d'abord la justice américaine qui s'apprête à frapper une fois de plus. Bank of America, la deuxième banque américaine en termes d'actifs, se serait entendue avec le département US de la justice autour d'une amende de 16 à 17 milliards de dollars. Un arrangement à l'amiable censé mettre fin à un litige immobilier qui remonte à la crise des subprimes en 2008. Il s'agirait d'un nouveau record pour un établissement financier après l'amende de 13 milliards payée par JP Morgan. C'était en novembre dernier. Un tournant énergétique et économique pour le Mexique. Hier, le Sénat a approuvé l'ouverture à la concurrence du secteur du pétrole et de l'électricité à des partenariats publics-privés. Une réforme qui survient alors que la production de pétrole du pays est tombée à moins de 2,5 millions de barils par jour contre 3,5 millions il y a 10 ans. Écoutez l'optimisme dans les rangs de la majorité qui tranche avec les craintes de l'opposition pour qui le Mexique est sur le point de perdre le contrôle de ses hydrocarbures. Nous faisons de Pemex et de la Commission fédérale de l'électricité des entreprises productives. La vérité est que nous nous attendons à une forte croissance économique pour le pays et aussi une forte baisse du chômage. Dans ce nouveau cadre fiscal qui est très généreux, il me paraît qu'il y a des excès en faveur des sociétés pétrolières internationales qui mettent en danger la rente pétrolière du Mexique. Avec ces nouvelles dispositions, il est certain que nous allons à peine sauver 30 à 40% de chaque baril. Voilà, il faut savoir que la compagnie publique mexicaine Pemex, qui a le monopole de l'exploitation de pétrole, elle pèse un tiers des recettes budgétaires de l'État mexicain. C'est la nouvelle guerre froide, une guerre économique et commerciale entre la Russie et l'Occident et elle va décidément en s'amplifiant. Dmitri Medvedev, le Premier ministre russe, a déclaré ce matin un embargo total et pour un an sur la plupart des produits alimentaires européens et américains. Fruits et légumes, viande, poissons, produits laitiers, le tout assorti d'une menace de Moscou d'interdire le survol de son territoire entre l'Europe et l'Asie. Des mesures en réaction bien sûr aux sanctions occidentales suite au conflit ukrainien. Sanctions qui pour Barack Obama font déjà leur effet sur l'économie russe. Nous ne savons pas encore si les sanctions sont efficaces, mais elles fonctionnent comme prévu, en mettant une énorme pression sur l'économie russe. Si vous regardez les marches et les estimations en termes de fuite des capitaux, si vous regardez les prévisions de la croissance russe, ce que vous voyez, c'est que l'économie russe a subi un coup d'arrêt. Et en Europe, coup dur pour l'Italie qui accuse au deuxième trimestre un nouveau recul de son PIB, moins 0,2% en rythme annuel. On peut donc parler d'un retour de la récession puisqu'au premier trimestre déjà, Rome affichait moins 0,1%. La troisième économie de la zone euro peine toujours à sortir de sa torpeur et c'est un vrai revers pour Matteo Renzi aux commandes du gouvernement depuis 5 mois. Il comptait justement sur le retour de la croissance pour boucler son budget et pour relancer l'emploi à l'heure où la dette du pays dépasse les 2000 milliards d'euros à plus de 130% du PIB. Et c'est ce jeudi que se réunissaient à Francfort les banquiers centraux européens. Pas de surprise, malgré la très faible inflation. La BCE laisse inchangé son principal taux directeur à 0,15%. Il s'agit, on le rappelle, d'un plus bas historique en vigueur depuis le mois de juin. Enfin, cette étude de l'agence américaine de notation Moody's, elle indique que le vieillissement des populations va contribuer à la baisse sensible sur les 20 prochaines années de la croissance économique mondiale, avec des conséquences négatives sur la main-d'œuvre, sur l'investissement et sur la productivité. Le vieillissement, un phénomène irréversible d'après l'agence et auquel n'échappent pas non plus les pays émergents. Du coup, les taux de croissance annuels pourraient, selon ce rapport, perdre 0,9% entre 2020 et 2025, d'après donc ce rapport de Moody's.
Et on revient sur ce sommet États-Unis-Afrique qui s'est refermé mercredi soir à Washington. Une véritable offensive économique de l'Amérique qui veut, elle aussi, sa part de la forte croissance du continent africain. 85 milliards de dollars d'échanges en 2013, seulement faudrait-il dire, puisque dans le même temps, la Chine affichait, elle, 210 milliards. Avant d'en parler avec Thierry Barbeau, Johanna Citruc nous résume les enjeux et les premiers résultats de ces 3 jours de discussion. 3 jours de discussion et plus de 40 chefs d'État et de gouvernement africains réunis à Washington pour un objectif: renforcer les échanges économiques entre les États-Unis et l'Afrique. Pour cela, Barack Obama a annoncé la création d'une enveloppe de 33 milliards de dollars d'investissements à la fois publics et privés. Les 33 milliards de dollars de nouveaux engagements que j'ai annoncés pourront aider à stimuler le développement de l'Afrique, mais aussi soutenir des dizaines de milliers d'emplois américains. Sur ces 33 milliards de dollars, 7 serviront à soutenir les exportations américaines vers l'Afrique. 12 seront consacrés au programme Power Africa, dont l'objectif est d'améliorer l'approvisionnement des foyers et des entreprises en électricité. Et finalement, 14 seront versés par des grandes entreprises privées comme Marriott, Coca-Cola ou encore General Electric. Mais pour le président des États-Unis, c'est surtout dans la population africaine qu'il faut investir. Finalement, la prospérité de l'Afrique dépend de sa plus grande ressource, ses habitants. Je pense qu'il y a une reconnaissance croissante du fait que si les pays veulent atteindre leur potentiel maximal, ils doivent miser sur les femmes, investir dans leur éducation, leurs compétences et les protéger contre les violences sexuelles. Avec ces investissements, Washington espère bien rattraper une partie de son retard sur l'Europe et la Chine. En 2013, les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique représentaient 85 milliards de dollars, contre 210 milliards entre Pékin et les pays africains. Sur l'ensemble des produits américains exportés à travers le monde, seuls 1% vont vers l'Afrique subsaharienne. Je pense que notre approche est très différente de celle de la Chine. La Chine a tendance à utiliser la main-d'œuvre chinoise, alors que nous essayons d'échanger nos technologies. Donc nous travaillons avec des Africains, nous formons les Africains. Une vision américaine à laquelle le président sénégalais semble adhérer. Il faut donc que ce soit des capitaux, des entreprises américaines qui viennent travailler en Afrique dans différents domaines, énergie, textile et autres, pour ramener sur le marché américain, pour pouvoir vraiment ramener le niveau des échanges à un niveau escompté et positif. Mais quelle que soit l'approche choisie, l'objectif est le même: conquérir une région des plus prometteuses. Le taux de croissance de l'Afrique devrait atteindre 5,8% en 2015 selon le FMI. Voilà, alors cette croissance africaine serait-elle à vendre? En tout cas, les grandes puissances, Europe, Chine, États-Unis, elles ont bien saisi l'enjeu d'être présentes sur ce continent. Alors en ligne avec nous, un fin connaisseur de l'économie africaine. Bonjour Thierry Barbeau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez, on le rappelle, entre autres, les sites Afrique-Info et Finance Afrique. Alors une question simple, d'abord, que peut attendre, espérer l'Afrique concrètement aujourd'hui de ce sommet et des États-Unis en général? On a vu que jusqu'à présent, l'administration Obama donnait un peu le sentiment d'avoir délaissé ce continent. Là, on se réveille un petit peu? Alors oui, effectivement, là, le président Obama a remis l'accent sur des investissements massifs avec 33 milliards de dollars prévus. 33 milliards de dollars, c'est bien, mais je dirais c'est un petit peu à l'échelle d'un continent qui est beaucoup plus grand que lui-même, que les États-Unis. Et puis, comme on le voit, la concurrence a été exacerbée avec la Chine, l'Europe qui tente de reprendre un petit peu pied, et puis un continent africain qui est divisé entre 2 parties, une Afrique francophone avec une France qui a du mal à se replacer sur le marché, et puis une Afrique anglophone qui est extrêmement dynamique, avec une moyenne de développement du PIB qui est plus au-dessus des 4% de la moyenne du continent, mais plus autour des 8 ou 10% parfois. Donc effectivement, les États-Unis tentent de reconquérir des marchés, mais il faut savoir qu'Obama a besoin du Congrès américain pour le suivre, que le président américain est quasiment à mi-parcours de son 2e mandat, et que le Congrès n'est pas vraiment... Alors justement, je vous interromps. Justement, quels sont les arguments des Américains face aux Chinois ou aux Européens aujourd'hui?
Alors, les Américains ont quand même des gros arguments au niveau des nouvelles technologies, au niveau de la passation des compétences vis-à-vis de la population africaine pour développer de nouvelles infrastructures et de nouvelles compétences. Et puis, je crois que le programme Power Africa, c'est le développement des infrastructures. Et ça, les États-Unis l'ont bien compris. C'est les infrastructures qui vont amener l'accès à l'électricité, mais aussi à l'eau, l'accès à la construction des bâtiments. Bref, les infrastructures, c'est vraiment le mot-clé. Et les Américains sont très bons dans ce domaine. D'ailleurs, côté africain, il y a une vraie volonté, ou même de l'enthousiasme quant à ce rapprochement avec Washington. On entendait tout à l'heure Macky Sall, le président du Sénégal. Bien sûr, ils ont tous envie d'avoir les États-Unis, la grande puissance mondiale, comme partenaire de développement. Ils voient aussi que ce ne sont plus que les matières premières qui sont demandées à l'international, mais aussi des compétences culturelles en Afrique. Donc ils sont effectivement très très intéressés par ce développement et par ce partenaire. C'est quand même un partenaire privilégié. Alors concernant cette croissance africaine dont on parle beaucoup, plus 4% en 2013 et encore mieux sans doute cette année, comment est-ce qu'elle évolue dans sa structure? On sait qu'elle est en mutation, elle se diversifie. Ça veut dire davantage d'investissements d'abord, comme vous le disiez? Alors, énormément d'investissements étrangers, effectivement, avec des pays extrêmement dynamiques. Elle se diversifie aussi avec des énergies renouvelables. Là aussi, justement, le programme d'Obama a été mis un peu en difficulté vis-à-vis des Africains qui voudraient des solutions, par exemple, de barrages hydroélectriques avec des technologies complètement maîtrisées, et les États-Unis qui font la promotion de technologies plus propres et plus éco-responsables, où là, c'est effectivement un peu plus difficile. Ouais. En deux mots, Thierry Barbeau, parmi les pays moteurs de cette croissance, lesquels voyez-vous prendre de l'importance très bientôt? Le Nigeria, l'Éthiopie aussi? Alors le Nigeria, bien sûr, mais beaucoup de pays d'Afrique centrale comme le Rwanda, comme peut-être le Burundi, des pays qui ont de grandes capacités de développement, des pays qui, par exemple, comme le Rwanda, ont été notés par Finch en B+, donc vraiment des pays en plein développement qui offrent des capacités au niveau justement de la téléphonie mobile et des nouvelles technologies, d'excellentes perspectives de développement pour l'Afrique centrale. Donc le Rwanda, l'Éthiopie, bien sûr, le Kenya, le Mozambique et puis toujours l'Angola, le Nigeria, avec une démographie et un développement des infrastructures très très important. Merci Thierry Barbos pour toutes ces explications. Beaucoup de potentiel, donc on l'aura compris pour ce partenariat Amérique-Afrique. Et direction maintenant Gaza, un mois de conflit et un coût économique qui pourrait, d'après l'ONU, atteindre les 5 milliards de dollars. Des infrastructures majeures ont été touchées, comme la centrale électrique. Alors qui va payer? D'autant que la situation économique déjà difficile dans ce territoire, elle devrait s'aggraver. D'après le FMI, le taux de chômage à Gaza dépasse les 40%. Anthony Ness fait le bilan de ces 28 jours de conflit. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Construire, détruire, construire et détruire? On reconstruira encore. Mais ce doit être la dernière fois qu'on reconstruit. Ça doit s'arrêter maintenant. 5 milliards de dollars, c'est la somme des dommages estimés par l'ONU dans la bande de Gaza. Après 28 jours de conflit, environ 17 000 maisons ont été complètement détruites selon l'ONU et 30 000 autres sévèrement touchées. Ont complètement ou sévèrement été endommagées 24 écoles, des installations médicales, des zones agricoles, des bateaux de pêche, mais aussi plus de 100 usines ou commerces. 485 000 Gazaouis ont fui les bombardements et reviennent désormais chez eux, parmi les ruines. En revenant ici, je n'imaginais pas trouver ma maison dans cet état. J'ai vécu ici 15 ans. Si des pays nous soutiennent, nous reviendrons et nous reconstruirons ici. C'est ici que j'ai installé ma tente, là où se trouvait ma maison. Où pourrais-je aller ? Le système de voirie et d'acheminement d'eau potable est sévèrement touché. La centrale électrique détruite. Elle nécessiterait entre 6 mois et 1 an de travaux avant de retrouver un fonctionnement normal. Tout dépend des efforts politiques et de la levée partielle ou totale du blocus. Pour l'heure, c'est l'Égypte qui approvisionne partiellement 900 000 personnes sur les 1,8 million d'habitants. Les autres se débrouillent grâce à des générateurs, mais les ressources en gasoil sont insuffisantes, ainsi que les moyens financiers des particuliers. Si je veux faire fonctionner le générateur, j'ai besoin toutes les heures d'un demi-litre d'essence. Et ma mère, malade, a besoin d'avoir de l'électricité pendant 17 heures par jour, de sorte que le coût de l'essence ne sera pas moins de 45 $ par jour. Et on ne peut pas se le permettre. Population pauvre, les Gazaouis dépendaient déjà à 70% de l'aide humanitaire. En septembre, des pays donateurs doivent se réunir et fournir une aide conséquente. Pour le moment, la France a déjà fait savoir qu'elle verserait près de 15 millions de dollars d'aide humanitaire et les Émirats arabes unis 41 millions. Voilà, et l'ONU qui a appelé ces dernières heures à une aide généreuse et rapide pour Gaza. Et on passe au Media Watch.
Et pour la revue de presse, on va partir dans une Italie en récession, on l'a vu tout à l'heure. Certaines régions en voie de dépeuplement tentent d'attirer de nouveaux habitants. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors elle propose des maisons à des prix imbattables. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. En Sicile, les Italiens sont de moins en moins nombreux. Beaucoup ont préféré retourner sur le continent pour trouver du travail plus facilement. Et pour remédier à ce dépeuplement, plusieurs communes ont décidé de casser les prix de l'immobilier. Le village de Gangi est même allé plus loin puisqu'il a mis en vente une vingtaine de propriétés pour 1 euro seulement. Le problème, c'est que pour ces prix défiant toute concurrence, les acheteurs se retrouvent avec des propriétés souvent très délabrées. Et en plus, ils doivent s'engager à les rénover en seulement 5 ans. Des rénovations qui peuvent coûter jusqu'à 35 000 euros. Donc c'est quand même pas mal comme initiative. Et puis on s'intéresse, Johanna, aux selfies, les autoportraits. Une question, à qui appartient le ici? Est-ce qu'il appartient à celui qui s'est pris en photo ou bien au propriétaire de l'appareil? Alors a priori pas au propriétaire, aux grandes dames de David Slater, un photographe britannique. En 2011, il a fait un reportage en Indonésie sur les macaques à Crète. Et pendant son voyage, un des singes a pris son appareil photo, a fait plusieurs clichés, dont quelques selfies, donc des photos de lui-même. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une de ces images est utilisée sur Wikipédia pour présenter l'espèce de macaque à Crète. Et David Slater a demandé à ce que la photo soit retirée ou alors à ce qu'on lui reverse des droits d'auteur parce que c'est lui qui avait fait tous les réglages de l'appareil photo. Mais apparemment, cette raison n'est pas suffisante puisqu'il n'a toujours pas obtenu gain de cause. Merci beaucoup Johanna, à très bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité et la suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.